Bon, bah, cette troisième partie, on enregistre beaucoup plus tard par rapport aux deux premières, qu'on avait fait pratiquement coup sur coup. Donc, bah, ça va être pas sur le même ton, enfin bref. Oh, Donc bon. voilà, donc bah, des livres, j'ai envie de dire, de référence qui m'ont guidé bah, dans mes lectures, qui m'ont aidé à apprécier les BD, des trucs comme ça. Bon, je vais... Hop, voilà, alors Ah, vous ah. devez apercevoir donc Spider-Man Mhm. en English in the text, Yes, it is l'homme araignée. voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça il y a des lustres. Donc merci le chaton que j'ai eu pas très longtemps chez moi. Ah, en fait, c'est à cause de ça qu'il n'est pas resté longtemps. Aussi, ouais. Il était bon. Non, c'est pas moi qui ai mangé, hein. Ah, ok. Bref, donc, Là, le chaton. ça c'est bah, édition Abraham, Daniel, je sais pas, enfin bref, c'est sur l'histoire de Marvel. Mhm. Donc il date des années 90, je pense, 91. 91, ok. Donc maintenant c'est bien ancien. Moi je l'avais trouvé, j'habitais encore à Lyon. C'était assez improbable à trouver, donc c'est en anglais, Mhm. texte anglais, donc sur l'âge d'argent, D'accord. l'âge d'or, l'âge d'argent sur Marvel. Donc bah, en gros l'historique de Marvel. D'accord. Mais c'était peut-être plus facile de trouver à Lyon ou à Paris ou. Oui, enfin, bon, c'est de l'import, enfin, un bouquin plutôt luxueux. J'ai trouvé ça dans un marché aux puces. Normalement, j'aurais pas dû le trouver. Je sais pas, ça a dû tomber d'un camion, je sais rien. Mhm. Mais bon, c'était génial, donc d'avoir tout l'historique, tout le développement de l'univers Marvel bah, des années, j'ai envie de dire des années 40 avec le Submariner, Mhm. le passage à vide quand il y a eu une bonne censure. Ouais. Et bon, Et le bah, renouveau, quoi. le renouveau des années 70. Et bon, donc ça montre jusqu'au début 90. Voilà, donc bon, voilà, ça, désolé pour ceux qui aimeraient le lire, bon courage pour le retrouver Mhm. à un prix raisonnable. Je sais pas si ça a D'accord. été réédité, mais bon, voilà, c'est. Bon, espérons que le tavernier de Lugue, là. Je crois pas, mais bon, voilà. Voilà, désolé. En fait, c'est marrant parce que t'as quand même pas mal de livres sur les super-héros et les comics, alors que tu n'en collectionnes pas. C'est pas Bah, l'essentiel de ta collection. j'ai une bonne période de comics. J'aime bien ça. Après, c'est devenu compliqué pour moi. J'ai lâché une première fois Mhm. parce que j'ai lu ça gamin. J'ai lâché une première fois. On m'a remis dedans. Oui. Et bah, je suis essentiellement Marvel, pas d'ici. Je connais très mal d'ici. Mhm. Bon, bah, je connais quand même le Dark Knight de Frank Miller, des trucs comme ça. Ouais. Et X-Men, bah, c'était tentaculaire parce que quand j'ai lâché ça, c'était un peu la période John Byrne Mhm. et Chris Claremont, j'arrive même pas à le dire. Et quand j'ai repris, bah, tous les personnages avaient changé. Qu'est-ce qui s'était passé, machin. J'ai réussi à en choper, enfin des imports, des gros machins qui étaient pas mal. Et puis, bah, j'ai relâché par la suite. D'accord. Si, j'en ai quand même quelques-uns, quoi. Mhm. Mais bon, bah, là, on en trouve assez peu. Et c'est devenu assez cher.
même d'occasion, donc ouais. Ça dépend des périodes en fait. C'est vrai que moi je vois ça pour l'Estrange parce que c'est dans mon cas, c'est vraiment juste l'Estrange que j'ai voulu récupérer, ceux un peu de mon enfance et puis ceux qui étaient avant que je m'y mette. Mais il y a encore une période où on peut les trouver assez facilement. Je pense au-dessus de 100, l'Estrange. C'est pas des. Mais c'est ancien, Strange, hein. Il y a tout l'époque de maintenant, mais moi mon problème c'est c'est surtout le scénario. Moi, si le scénario me plaît pas, ça me tombe des mains, quoi. D'accord. Et puis bon, les personnages meurent, mais ils reviennent. Mais non, finalement. Donc donc voilà. Donc, okay. Donc ça c'est aussi un achat. Voilà. Donc justement, ça c'est l'encyclopédie des mutants. C'était devenu très compliqué à savoir quoi et quoi parce que tu avais des univers parallèles. Ah oui, c'est ça. Machin. Donc ça c'était la bonne solution. Donc ça j'ai trouvé en Chine. Donc c'était des fiches. Et il y avait aussi les numéros pour savoir les moments clés. Donc là, des fois ça détaille aussi les plans, les lieux, okay. Tous les personnages, leur destin, et tu peux avoir des références sur. Les sentinelles, c'était génial ça. Voilà, la généalogie des Summers, parce que t'avais Cyclope, mais t'avais Havok, et puis t'as leurs enfants, je crois que t'as des enfants parallèles, les machins, les trucs, et fallait s'y retrouver, quoi. Donc si tu lâches ça à un moment donné pour t'y retrouver, et voilà, là ça te donne des dates, des numéros importants. Voilà, si tu veux pas lire il y en a combien maintenant, c'est à 600 numéros, 700 numéros, enfin il y a des X-Men. Oh, ça j'ai lâché. Il y en a tellement que tu peux pas tout lire, donc faut que tu choisisses. Et j'ai envie de dire, tous les scénarios ne sont pas bons, tout n'est pas intéressant. C'est un petit peu ce qui m'a empêché de reprendre les aventures des X-Men. En fait, c'est qu'il y avait tellement de profusion que tu t'y retrouves pas. Tu peux pas acheter un X-Men à part et puis tout comprendre. Il y a tellement de choses qui sont évoquées, qui sont passées avant. C'est un peu compliqué. C'est ça. Et ça, c'était une de mes manières de m'en sortir. Et est-ce que je vais retrouver ça? Celui-ci, tu l'as trouvé à Lyon aussi? Ah non, ça c'est nettement plus récent. Le monde des X-Men. Et voilà, donc c'était au moment du deuxième film. Ah oui, ouais. Et à un moment donné... j'avais bien aimé, moi, le premier X-Men et le deuxième, j'ai vraiment trouvé ça super. C'était au bon moment où les effets spéciaux permettaient d'avoir des super-héros crédibles. Oui, puis l'histoire en elle-même, parce que les personnages sont bien menés. Quand tu regardes le Hulk des années 70-80, la série télé... on dit pas mal de mal de Lou Ferrigno. Je suis désolé, tu ne dis pas de mal de Lou Ferrigno. C'était... quand t'es gamin, c'est marrant. Ouais, mais t'avais Spider-Man, ils avaient tenté de faire un Spider-Man dans les années 70. Oui, là, d'accord. Là, okay. C'était... il n'y avait pas les effets spéciaux qui permettaient un truc crédible. Je dois avoir quelque part là, dans mes cartons, je dois avoir les photos d'exploitation d'un Spider-Man, d'un film Spider-Man. Oui. C'est vrai que c'est quand même collant. Hein. Non, mais faut surtout pas regarder le film. Tiens-toi aux photos. Et contre, alors je retrouverai pas quelque part, mais t'as un schéma avec les différents avenirs possibles.
Et effectivement, ça permet de t'en sortir, d'essayer de comprendre, parce que tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Mais il était pas mort, mais machin, mais il vient d'un avenir parallèle. En plus les clones. Voilà. Truc pas mal aussi sur les super-héros, il y en a eu plusieurs, ça c'est chez les moutons électriques, les moutons électriques, ils te font des bouquins documentaires vachement intéressants. Donc il y avait celui-là, il y a longtemps que je l'ai lu, La puissance des... Voilà. Jean-Marc Lenné. Oui, qui est un bon auteur là-dessus. J'en ai un aussi sur la mythologie des super-héros. Oui. D'un point de vue mythologique, effectivement. C'est intéressant. C'est vachement intéressant, c'est vachement bien à lire. J'ai envie de dire, tout ce qui sort chez les moutons électriques, vous pouvez avoir confiance. Ils font ça de manière très sérieuse sur les trucs de genre. Et je me suis toujours demandé, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, le catch, c'est quand même beaucoup plus... c'est resté beaucoup plus vivant qu'en France. Le catch, en fait, où il y a des personnages qui ont des costumes, qui ont des façons d'apparaître avec des musiques, je me suis toujours demandé si c'était pas aussi quelque part un succès d'année des super-héros, quoi. Avec les... Moi, je me souviens, en fait, quand j'étais gamin, il y avait du catch à la télévision. Et t'avais l'Ange Blanc, ils avaient tous des noms, et c'était très codifié en fait, leurs apparitions, les combats, avec les coups bas des méchants bien sûr du catch, c'était et quelque part il y a des combats, des fois ça ressemble un petit peu à ça, je trouve. Donc là j'en montre qu'un seul, mais il y a pas mal de bouquins qui traitent soit des biographies, je crois qu'ils ont eu Frank Miller, soit Stan Lee, Jack Kirby. Ça faudrait que je me les tope un jour sur Stan Lee, sur Jack Kirby, parce que c'est vachement c'est ça traite de l'histoire. Je sais pas. Je sais pas. Ça dépend quoi, ça dépend du succès, mais bon, ça te pose des guides, ça te pose des jalons pour savoir quoi est quoi. Ouais. Tout autre chose, alors là, c'est presque de l'autobiographie d'une maison d'édition. L'association. Donc ça, c'est l'association qui a connu une crise. Ça avait été fondé par 6 personnes, dont Trondheim, David B. Ils étaient 6, et notamment il y a eu Kilofer et celui qui est Stanislas. Et JC Menu. JC Menu qui a eu moins de succès que les autres en tant qu'auteur, mais en tant qu'éditeur, il s'était vachement impliqué, et d'après les autres, a fini par oublier que c'était une association, et pour les autres, ils ont trouvé qu'ils s'étaient accaparé l'association. Et donc, c'est ce qui a causé la crise. Ça fait une crise. Et justement, ils racontent de leur point de vue la crise. Voilà, le moment de crise qu'a connu l'association. Et donc, plutôt que... ils l'ont montré, quoi. Et ils l'ont raconté eux-mêmes. Donc chacun avec en toute subjectivité. Voilà. Donc c'est plusieurs points de vue, hormis justement JC Menu parce qu'il est parti, où on l'a viré. Voilà. Donc maintenant JC Menu continue à faire ses propres
sa propre maison d'édition. Enfin, j'ai perdu de vue les divers auteurs. Moi, j'étais bien fan à un moment donné de l'association. Bon bah voilà, il existe ça mérite. Il mériterait d'avoir un bouquin un jour sur l'association. C'est vrai que c'est quand même parce que beaucoup d'importance. Ils ont cassé le code de la BD, la BD de 45 pages. La BD, ouais, il y a eu un avant et un après l'association, quoi. J'ai envie de dire, le roman graphique a vraiment pris son essor avec eux, quoi. Et le côté gros nez, le côté ou dessin réaliste ou dessin gros nez bien léché, ils ont tout fait exploser les codes au début des années 90. Ouais. Je regrette presque des fois. Qu'ils aient fait ça? Oui, parce que maintenant c'est devenu un peu trop ça. Un peu trop, mais il y a quand même un côté sympa à avoir une bande dessinée qui soit pas calibrée, où un dessinateur peut raconter une histoire sur 100, 150 pages, ou ça peut être juste du noir et blanc, ou ça peut en fait être un petit peu concentré sur l'action, même s'il y a des paysages, sans que ça soit partagé en différents... Il y en a que j'ai apprécié, quoi. Ouais. J'ai apprécié. Maintenant, il y en a un peu trop pour moi. Ouais. Après, moi, je suis passé à côté de l'association, moi, je dois bien avouer. Bon. Les mémoires de Black et Mortimer. Les mémoires de Jacobs. Alors ça, c'est un des premiers... C'était pas courant à l'époque de faire des mémoires. Donc faire les mémoires de Jacobs, c'est une autobiographie. Il a dû se faire aider, je pense, quand même. Mais c'était plein d'inédits. C'était comment, au départ, lui, il voulait plutôt être chanteur d'opéra. Oui. Sauf que ça n'a pas marché. Il avait un autre talent qui était de dessiner, qui a pris le dessus. Mais le côté opéra... c'est que ça marchait. Le problème, c'est le contexte historique qui a fait que comme c'était au moment de la crise, et puis... c'était au moment de la guerre. Et au moment de la guerre, lui qui était belge, tous les musiciens et chanteurs belges n'ont plus eu de débouchés en France. Et surtout, c'est qu'il n'y avait plus d'argent pour faire des opéras. Donc en fait, il a fallu qu'il change son fusil d'épaule. Voilà, puis la rencontre d'Hergé l'a poussé dans la bande dessinée. Et puis c'est un peu ses relations aussi avec Hergé, sa façon de voir les choses, son côté très rigoureux par rapport à Hergé. Oui. Sur les détails, sur la couleur, sur le scénario. Et c'est vraiment Non, c'est un chouette bouquin. C'est un chouette bouquin qui a peut-être pris un coup de vieux maintenant. Je l'ai lu il y a de ça des années. J'ai mis des années aussi à l'acheter. Et bon, il y a sa manière de dessiner, sa façon de dessiner, sa façon d'écrire les scénarios. Quand on aime bien l'auteur, c'est à lire. Oui. En plus, il a été réédité. Là, c'est la réédition que tu as. C'est super. Hein. Ouais, de quand date la réédition d'ailleurs? J'ai une petite question. Oh, il y en a eu plusieurs. Parce que quand je le cherchais, moi je l'avais à 81, 96. 96, okay. Celle-là. Donc ça se confirme. Mais il y en a eu plusieurs. Ouais. Sinon, on va passer du côté aussi des fanzines, plus ou moins amateurs, des revues d'études. Donc ça, c'était un fanzine assez poussé quand même, bien imprimé pour l'époque. Ah, oui. Ça, c'est vraiment une source aussi d'information. Maintenant, j'ai envie de dire, les fanzines, les trucs comme ça, avec Internet, c'est devenu des sites Internet. Oui, tout simplement. Avant, le fanzine, c'était obligé, fallait que ce soit imprimé, quoi. Oui. Sans Internet, maintenant,
Et donc c'est une source de documents, d'interviews de différents dessinateurs plus ou moins connus, des auteurs qui faisaient leur premier pas, des infos sur les maisons d'édition. Et sur les parutions aussi. Sur les parutions, sur les... Ouais, des infos sur les tirages de tête, sur les tirages limités, des trucs comme ça. Il n'y avait pas Internet, ça valait le coup. Et il y avait une partie donc interview qu'on ne retrouve toujours pas forcément sur Internet, quoi. Donc et puis les interviews, c'était vraiment une source pour connaître mieux les auteurs. Les auteurs. Ce sapristi là, ça fait longtemps que tu l'as trouvé? Je dirais il y a 2 ans. 2 ans? Ouais, je l'ai trouvé avec toi. Ouais. Je m'en souvenais plus en fait quand tu l'avais trouvé. On avait trouvé des vieux Spirou. Ouais, c'est une dame qui avait des jolis trucs. Ah, ok. La revue, vieille revue, pareil, vieille revue sur la BD. Ouais. C'est ce genre de revue, je veux dire, qui a montré que la BD pouvait être un art, parce que sinon c'était totalement déconsidéré dans les années 60, début 70. T'avais ce genre de revue qui faisait des articles plus ou moins intéressants, parce que des fois c'était vraiment très intellectualisé. Ceux que j'ai, il y a des choses qui sont sympas. Il y a à boire, il y a à boire et à manger dans oui. Ces trucs-là. Hein, oui, puis il y a des choses maintenant qui sont dépassées, mais bon, ça c'est propre des revues ou les bibliographies, ça pareil, sont datés, quoi. Ce genre de truc, des fois c'est complètement daté parce que on trouve tout sur Internet, ou il y a des petits trucs à glaner, quoi. Ouais, c'est quand même sympa à voir. Phoenix, il y a quand même, c'est marrant parce qu'il doit y avoir des palettes qui ont dû être retrouvées parce que ça a été soldé à un moment donné. Il y avait des exemplaires qui sont apparus chez Enoz. Il y a combien de temps? Il y a 2 ans, peut-être 3 ans? Oui, c'en est un. Il vient de chez Enoz. Donc, c'est sorti. Des choses sont après, sorties. c'est suivant les articles. Oui, c'est ça. Voilà, faut vraiment chercher ceux qui peuvent intéresser. Ouais. Schtroumpf, on a parlé. Alors ça, par contre, Schtroumpf, les cahiers de la bande dessinée, ça c'était fabuleux pour les interviews. C'était les premières interviews, j'ai envie de dire sérieuses d'auteurs, donc franco-belges. Celle-là, par exemple, c'était sur Will qui faisait Tiffé Tondu et Isabelle. Comme source d'interview, c'était rare. Et celui-là, il était... c'était fabuleux. Et là, quand je l'ai lu, celui-là, c'est... Waouh! La déception, l'auteur était c'est un métier, je fais Tiffé Tondu, on m'a collé ces personnages-là parce que c'est pas moi qui les ai créés. C'est le décor, hein. C'est le train-train quotidien. Heureusement que j'ai réussi à faire Isabelle parce qu'au moins ça m'intéresse. C'est l'envers du décor quand on le découvrait, l'envers du décor de l'époque. Oui, c'est ça. Maintenant, il y en a qui béniraient pour avoir les mêmes conditions de travail, quoi, les auteurs. Triste, hein. Et on voit là, il y a un spécial Hergé. Donc il y en avait qui étaient vraiment très très bons, quoi. Donc il y avait tous les auteurs qui sont devenus incontournables, quoi. Donc Hergé, Uderzo, Druyet, Maurice, Herman. J'ai vu dans les premiers, il y avait Fred. Oui, il y a Crépac. Non, c'est pas Crépax. Zut, Pichard. Pardon. Moi, c'est pas du tout ma tasse de thé, Pichard. Pareil. C'est bon. Et donc voilà, ça se présente vraiment avec un entretien proprement dit. Donc avant les interviews, c'était
enfin, ah, vous êtes le papa de Gaston, ah, oui, vous êtes le papa. Ouais, c'était pas, oui. voilà, c'était pas terrible comme genre d'interview. Là, les mecs faisaient vraiment ça sérieusement. Et donc, bon, c'était l'occasion de mettre des petits inédits, des trucs, voilà, et donc voilà, un découpage de Franquin qu'avait fait Franquin pour une page d'Isabelle. Donc, voilà, et par contre après, voilà, il y avait des articles qui me tombent des mains. Je dois dire après, il y avait, ça a rarement trouvé grâce à mes yeux ce genre d'article. Après, je suis pas spécialiste. Hein. Il n'empêche que le dossier est assez conséquent. Hein. Donc, c'est entièrement consacré au mec. Et donc voilà. Si vous êtes intéressé à un dessinateur... Une bibliographie ouais. qui était indispensable avant Internet. Même maintenant, je dirais, hein, parce que c'était vraiment extrêmement fouillé. Oui, regarde, quand tu vois que tu avais risque tout, le moustique, tout est précisé. Ouais, c'était très précis. Ça fait gagner du temps. C'était très précis. Et hop, une vision de Benoît Brisefer, mais pas telle qu'on l'a connue. Ah, qu'est-ce que c'est ? Tu vois que c'est Benoît Brisefer est dessiné par à la manière de Will et pas du tout à la manière de Peyo. D'accord. Et donc le premier Benoît Brisefer, il y avait des décors de Peyo, mais les personnages étaient vraiment à la oh là là, voilà, c'est des décors de Will, mais les personnages vraiment à la Peyo. Alors que là, tu vois, c'est façon Will, quoi. Okay. Donc c'est plein de petits de trucs à glaner. Alors ceux-là, ouais, non. Je pense que ouais. Tu me disais que c'était pas si facile que ça à trouver ? Non. Et si c'est un auteur qui vous intéresse, allez-y. Hein. Bondissez dessus, quoi. Ouais. Ok, voilà. Le conseil le conseil de l'oncle geek. Ça a été réédité par la suite. Hein. C'était les interviews de Numa Sadoul. Donc là, c'était sur J.R. Moebius. Maintenant, ça a été réédité, recomplété. Bon, moi, j'ai celle-là. Oui, je crois qu'il y a une société qui s'est spécialisée là-dedans pour gérer le... Après, c'était Kesterman qui a repris ces interviews. Cette interview. Voilà, je veux dire, c'est l'ancienne maquette. Ouais. Mais on la retrouve. Donc, sur Jérôme, pareil. Alors, Numa Sadoul, moi, en tant qu'intervieweur, en tant que... il fait des articles sur la BD. Moi, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. C'est c'est un des rares auxquels les articles me tombent pas des mains. Ouais. Voilà, donc il en a fait pas mal, hein, en fait, en fin de compte. Oui, c'est spécialisé là-dedans et j'en montre rien qui est emblématique. Donc voilà, donc ça c'est sur Moebius. Pour rester dans le genre métal hurlant, Jean-Pierre Dionnet, moi j'ai adhéré, quoi. C'est le personnage, j'ai commencé à aimer en lisant ses éditos dans Métal Hurlant. Métal Hurlant, moi j'ai connu ça, en fait c'était mort, ça venait de mourir. Ah, d'accord. Le cadavre était encore tout chaud. Oui, voilà. oui. Et en fait, il y a un moment donné, les Métal Hurlant étaient soldés. C'était vendu pour rien et c'est là que t'en as profité. C'est là que j'en ai trouvé plein et j'en ai lu plein et je suis tombé sur ces éditos. J'ai adoré le côté un peu mégalo, mais qui
qui avait des bonnes raisons d'être mégalo. Il y avait des chroniques qui s'appelaient À toute berzingue, c'était des brèves dans le domaine de la science-fiction, de la BD, du rock. Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, Dionée, il était un petit peu à la croisée de plusieurs univers qui étaient les tiens aussi. Donc à la fois le rock, à la fois ça m'a forgé. Le métal et la BD. Pour moi, il a été prescripteur, Dionée, d'une manière inconsciente au départ. Parce que en fait, déjà, il était dans la revue Phoenix. Il était en tant qu'auteur dans Pilote. Oui. Il a travaillé, peut-être, je sais plus s'il a travaillé pour Opta, mais dans le milieu de la science-fiction de l'époque. Et là, en gros, il publie ses mémoires avec l'aide de Christophe Quillien. Alors, il le dit honnêtement, sa mémoire a des défaillances. Ouais. Et non, plutôt que le nier, oui. Il l'assume totalement. Et c'est chouette. Moi, ça prêche un converti avec moi. Et je me suis régalé à lire ça. Donc, il parle un peu de tout, du milieu SF. On dirait qu'il a connu tout le monde. C'est incroyable. Il a été aux États-Unis. Il a rencontré tout le monde. Je trouve qu'il raconte vachement bien, quoi. Ce qui est important. Ce livre-là, il est épuisé ou tu l'as acheté récemment? Alors, je l'ai acheté neuf. Ouais, je pense qu'on doit pouvoir le trouver. C'est vraiment un truc de niche, quoi. Donc, s'il est épuisé, je pense pas qu'il soit réédité. C'est tellement... Et il date de quelle année environ? Oh, c'est pas si vieux que ça? Non, c'est août 2019. Donc 2019, on peut dire que c'est encore épuisé, c'est pas épuisé. Non, faut... Si ça vous intéresse, si vous avez le coup de foot, je pense que par contre, il vaut peut-être mieux pas faut pas trop tarder, mais je pense qu'on peut le trouver à des prix très raisonnables. Ok. Et dans la foulée, j'avais lu l'autobiographie de Druillet, qui se lit très très vite aussi. Ouais. Où il parle de ses parents qui étaient collabos, qui fait une mise au point et tout. Enfin, il est toujours à la manière Druillet. Il a une logorée, et puis une générosité. On peut regarder sur YouTube des différentes interviews. Ouais. C'est un mec qui se prend pas de haut, qui prend de haut son art, mais lui se prend pas de haut. C'est-à-dire, il est apparemment il est resté abordable. Lui, c'est pareil à écouter sur Internet, ça vaut le coup. Il a participé à l'émission Mauvais Genre, notamment. Il a été dans toutes les émissions traitant de genre, quoi. Il a été sur Canal. Il a été aux Enfants du Rock avec Sex Machine. C'est personnage pour moi, D'accord. Ok. À suivre. Que je suis toujours. Dès qu'il y a une interview quelque part, même si j'ai un peu de mal avec le cinéma hongkongais ou japonais ou machin. Lui, il a défriché. On dirait qu'il a tout vu, tout entendu. C'est incroyable. Ok. Et avec raison. Alors là, ça je l'avais vu. Bon. Voilà, je parlais de Numa Sadoul. C'est lui qui a commis. Et Franquin créé à la gaffe. Ouais. Qui est une bible. Oui, on a fait une vidéo d'ailleurs sur la présentation du nouveau, de la réédition et de l'ancienne. En fait, comme ça, vous pourrez voir les deux versions et savoir celle que vous voulez avoir. Prenez la dernière, elle est trouvable facilement. Oui, déjà. Ouais. Et encore, ça s'épuise. Donc, si je tombe sur celle-là, moi je la prends aussi. Si vous êtes fan de Franquin, c'est incontournable. Je veux dire,
Donc déjà, c'est la première partie, c'est sur, en gros, sur sa carrière. Donc là, il était encore vivant, mais bon, il avait fait l'essentiel de sa carrière, je dirais. Et après, Numa Sadoul, enfin déjà le défendre lui-même, parce Oui, que c'est vrai. Franquin se dépréciait de manière incroyable. Je pense que c'est le problème d'une dépression. Hein. Oui, voilà. C'est toujours Et très donc, dur d'en revenir. Et donc, il n'en est jamais vraiment sorti. Et après, Nima Sadoul, ils font une revue, BD par BD, parce qu'il avait toutes les BD. Et donc, voilà, c'est... oh bah tiens, sur cet album-là, j'avais pensé à ceci, j'avais pensé à cela. Ça, je trouve que c'est dommage que dans la nouvelle édition, il ait enlevé ça. Et donc, voilà, album après album, on voilà, peut bien suivre. Là. C'est tous les souvenirs qu'il a par rapport à ces albums-là. Donc, celui-là, c'est ce genre de bouquin-là. Donc, moi, j'en ai une... je sais plus si c'est Nima Sadoul, mais j'ai un bouquin comme ça, de cette manière-là, de Gottlieb. Ouais, c'est... Si vous les voyez à un prix raisonnable, lâchez-vous. Ouais, parce que bon, ça permet d'avoir une vision sur l'auteur. Voilà, c'est... tu vois, ça, c'est une chose que j'ai triche pas. C'est vrai, c'est vraiment la différence. Je vois qu'en fait, à la fois pour le rock, à la fois pour la bande dessinée, la science-fiction, tout de suite, tu as eu le réflexe de trouver des livres de référence, des livres sur les dessinateurs, sur les auteurs, en fait, pour vraiment avoir une vision globale de ce qu'ils ont fait. Et cela t'a aidé c'est un aussi peu la curiosité. Et puis bon, comme je t'ai dit, quand j'étais gamin, j'habitais à Lyon, à 5 minutes d'une bibliothèque, mais immense. Et qui avait tous les trucs. Donc, dès que tu avais la curiosité sur un truc, j'allais à la bibliothèque, je trouvais un bouquin. Puis bon, moi je suis j'en ai amoureux de la bande dessinée. Ça a commencé assez vite, voilà. Et donc voilà, c'est qui a fait quoi. Il se passe ci, il se passe ça. T'avais puis bon, c'était la bonne période parce que bon, t'avais des bouquins sur l'histoire mondiale de la bande dessinée à Glénat, je crois, et qui avait sorti ça. Donc tu tombes sur des trucs et puis bon, tu tombes sur des articles et puis voilà quoi. Celui-là, je l'ai acheté parce que il y a un bout de temps maintenant. Hein. Parce que celui-là, il était très très cher. C'est avec ta carte magique, ça. Et j'ai eu une carte magique. C'était la boîte, une boîte. J'étais en CDD et ils devaient solder. Enfin, comment ça s'appelle, le comité d'entreprise devait solder, je sais pas, des trucs, et c'était très généreux. Ils avaient des cartes culture. Les autres achetaient des téléphones portables. Moi, j'achetais des bouquins. Et donc, celui-là, il était quand même très très cher. C'était sur Yvan Delporte, qui était le rédacteur en chef durant l'âge d'or du journal Spirou, quand même qui était très inventif, un peu anard, qui était très inventif, qui avait vraiment de chic pour challenger les dessinateurs, sauf que les dessinateurs c'était Franquin, Peyo, Maurice, et il était pote avec ces gens-là, et ces gens-là le glissaient dans une planche de BD. Ouais, c'est incroyable, hein, le nombre de fois où il apparaît. Hein. Ouais, et c'est devenu presque un personnage emblématique pour ceux qui aiment le journal Spirou. Et moi, quand il y a eu ce bouquin, c'est waouh. Est-ce qu'il est toujours disponible, celui-ci ? Ça devient dur, mais bon. Il est épuisé, en fait, on trouve d'occasion ou il doit être en voie d'épuisement. En voie d'épuisement ?
Mais tu as l'année quelque part? Attends, ouais. Attends, je pense. Hop. Alors, faut dire que le problème, hein, c'est que fais gaffe, ça c'est normal, c'est normal. hélas. À 2009, tu vois. Ah, 2009 quand même, hein, Donc, ça commence à dater. Et donc, ces deux auteurs, Christelle et Bertrand Pissavi-Hiverneau, j'arriverai jamais à dire correctement leur nom, c'est terrible, qui se sont mis à être des historiens sur Dupuis. Ah, sur Dupuis. Sur Dupuis. Ouais. Ils ont fait plein. Tous les dossiers qu'il y a dans les. Enfin, un maximum de dossiers qu'il y a dans les intégrales Dupuis, très souvent, c'est eux. Ouais. Ils font plein de choses. Superbe dossier d'ailleurs. Ils font de très très bonnes choses. Ils avaient envie de faire une biographie sur Delporte, sur sa fin de vie. Au moment de sa fin de vie. Pas de bol, il est mort. Ouais. Donc il y a une partie, c'est une interview de lui. Ils n'arrivaient pas à le décider. Ah, ok. Et au moment où il avait décidé, il est décédé, lui. D'accord. Et donc, c'est beaucoup de... Après, il y a une partie interview de lui et d'autres personnes qui l'ont connu. D'accord. Voilà. Donc, il y a tout... après, où ils ont fait des recherches sur des auteurs qui étaient décédés, qui parlaient de lui. T'as JDM, Janin, Rosy, Yakovin aussi, qui montre aussi un peu celle-là. Cette photo-là, elle est superbe. Ah ouais. Déjà, elle est très très belle, hein, en plus. Ouais. Et c'est Hergé, Franquin et Delporte. Je l'avais mis en fond d'écran à un moment donné, cette photo. Et donc, il y avait des gens qui l'aimaient et puis des gens qui l'aimaient pas, quoi. Et Covin, il a pu commencer sa carrière quand il n'a plus été... il n'a plus été rédacteur en chef. Donc il y a il a pas mal défendu les auteurs de BD aussi. Il a été un des fondateurs du trombone illustré. Ça n'a pas toujours plu à tout le monde, hein, notamment il y a le rédacteur en chef de Spirou quand c'est arrivé. Ah oui. Il en parle, donc forcément pas forcément bien. Moi j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, évidemment ma partie préférée c'est quand il s'occupait de Spirou, mais bon, il a fait plein de choses. C'était toujours un mec curieux de tout, très Donc c'est un bouquin énorme, malheureusement très cher. 65 €. 65 € pour un bouquin qui était broché. Heureusement que j'avais ma carte magique. Ok. Hop. Et là je vais terminer justement sur Pissavi-Hiverneau, donc le couple. Qui a décidé de faire la véritable histoire de Spirou. Ça a été extrêmement documenté, c'est formidable. Par contre, faut vraiment aimer le journal Spirou, surtout pour ce premier tome. Ils ont fait 2 tomes. Théoriquement, il devrait avoir un 3e tome qui correspond jusqu'à la fin de la période de Yvan Delporte, justement. Ok. Ça fait quand même quelques temps qu'ils sont sortis, ces deux-là. Ouais. Mais bon, c'est logique, hein, vu le travail qu'il faut faire. C'est un travail énorme. Ils ont été vraiment cherchés dans toutes les archives. Mais par contre, c'est très travaillé. Là, c'est la période avant l'arrivée de Franquin. Ouais. Donc entre 38 et 47.
Et là, faut s'accrocher parce que c'est une période que peu de gens connaissent et que c'est pas très apprécié parce que c'est les... C'est le tout début. Hein. C'est le tout début. Ils ont fait des découvertes. C'est que le dessinateur, alors ça c'est le dessinateur de Spirou qui était Rob Vell, en fait a sous-traité à d'autres personnes, d'accord. À une personne qui s'appelait Luc Lafnette, et ça a été une surprise pour eux. Et pour moi qui était fan du journal Spirou, c'était un fait très très peu connu. Et donc il parle de Orwell, de la période de la guerre. Ça n'en est pas vanté. Hein. C'était pas à l'époque c'était différent quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, et donc il y a la femme de Orwell pendant la guerre qui a fait des dessins, qui a repris des dessins. Après, ça parle, c'est vraiment par le détail. Alors celui-là, c'est assez hard parce que c'est avant la période Franquin, avant toute l'équipe Peugeot, Will, tout ce qu'on connaît quoi. Ouais. Il y avait l'arrivée de JG, mais enfin JG c'est pas évident pour tout le monde quoi, surtout cette période-là. Donc si on s'intéresse à Dupuis, c'est vraiment une chose à avoir. Ouais, mais si on n'est pas trop pointu, celui-là, ce sera un peu trop dur à lire. D'accord. Je peux conseiller plutôt le deuxième tome, le bleu. Qui est un fond bleu, avec une tête de Spirou dessinée par Franquin, justement, qui est peut-être plus facile à lire, plus abordable. Mais c'est un travail formidable sur l'histoire de Spirou. Alors là, par contre, c'est du 55 €. Ça les vaut quand même. Hein. Ça les vaut. C'est un boulot énorme. Il y a énormément de textes. C'est de la biographie de l'historio. Enfin, c'est de l'histoire. Mais sur le truc quoi. Voilà, donc ça c'est quelques bouquins que je montre. Il y en a plein d'autres maintenant à l'heure actuelle. Avant c'était des amateurs. Maintenant tout le monde s'intéresse à la BD. C'est devenu un média mainstream maintenant. Je veux dire, quand on était gamin, c'était plutôt dédaigné. Maintenant, donc il y a plein de bouquins sur l'histoire de la BD. Et après, il y en a presque trop. Ce qui se passe, en fait, je dirais, c'est que la BD n'est pas en crise, mais en fait, comme il y a une multiplication de titres en fait, les auteurs, eux, par contre, c'est une profession qui est de plus en plus difficile à faire. Très difficile. J'ai envie de dire presque les auteurs qui s'en sortent, à part les ultra cadors, comme était Moebius, Franquin, Hergé. Il y en a beaucoup d'autres. S'ils arrivent à vivre, c'est parce qu'ils sont mariés avec une personne salariée. Il y a, hélas. C'est le tirage qu'on diminué, et puis en fait surtout il y a tellement de nouveautés que tout est noyé. Hein. Oui, en plus il y a maintenant les mangas qui deviennent pour les jeunes, c'est vraiment la référence quoi. Même si le manga il y a eu France, un changement de génération. Oui, il y a eu d'autres médias, j'ai envie de dire le jeu vidéo ou d'autres trucs quoi, qui sont arrivés. Et les personnes qui s'intéressent à la BD, il faut faire un choix à un moment donné. Oui, et des fois c'est dur pour les auteurs quoi. Ouais. C'est ça le problème. Et donc c'est... Ce sont des... merci pour ça, c'est super. Tu montrais un petit peu toutes tes... Je pensais pas que tu avais autant de livres sur les comics. Oui, disons que j'ai arrêté. Enfin, le plus dur, c'est de savoir quels comics valent le coup d'être lu, quoi.
Ouais. Et puis Oui. bon, le problème, c'est que des fois, pour avoir une histoire entière, faut s'accrocher, quoi. Ouais. Bah, tu sais, La c'est dernière ça. que j'ai, peut-être que j'ai lu, enfin, un truc récent, c'est The Boys. Ouais. Et The Ah, ça, Boys, c'est Ariok, ça qui est. ouais, c'est Ariok qui Ouais. m'a branché là-dessus. Pour avoir l'histoire entière, qui est formidable, fallait ça, quoi. Ouais. Si tu veux lire, comment ça s'appelle, Hellboy de Mignola, c'est énorme, quoi. Ouais, ouais. Et bon, voilà, faut quelqu'un qui te guide. Mm, mm, mm. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qu'il faut laisser de côté. Si tu te trompes sur un ultra fan, il va te dire, faut tout lire. Bah, C'est ça un peu le problème dans le comics, c'est avoir quelqu'un qui, te dis, ok, ça, tu peux le lire, c'est voilà, essentiel. c'est, Ça, ok, voilà. non, tu mets ça de côté. Ça, bof, la série, ça se termine, c'est pas terrible. Oui, voilà, faut avoir quelqu'un ouais. de suffisamment ouvert Mm. et pas trop passionné pour qu'il puisse te Qui guider. ait les quoi. mêmes goûts que toi, aussi. Non, pas forcément, mais qui peut te proposer des trucs. Ok. Voilà. Mm. Bon, voilà. Voilà. Bon, bah, cool. Une prochaine pour les belles histoires de l'oncle Pal. Allez, à plus. Ciao.